Avant de lancer l'épisode, j'aimerais te parler d'Artisium, mon partenaire. Artisium, c'est une coopérative belge pensée pour les freelances créatifs, que tu sois dans l'artistique, la technique, la production ou les métiers associés. Tu restes totalement autonome dans ton activité et Artisium prend en charge tout le reste. Fiscalité, comptabilité, juridique, assurance et toute la partie admin. En gros, Artisium devient ton unique intermédiaire, un cadre solide qui sécurise ton activité et allège ta charge mentale. Concrètement, ça repose sur 3 choses. Une rémunération optimisée, adaptée à ton style de vie, une gestion complète de toute la partie admin et fiscale, et une protection solide pour exercer ton activité dans un cadre sécurisé. Derrière ça, il y a une petite équipe à taille humaine, proche de ses coopérateurs et coopératrices et vraiment ancrée dans les réalités du secteur créatif. Pas de mauvaises surprises. Impôts, charges et obligations sont anticipés pour que tu puisses créer l'esprit tranquille. Leur objectif est simple, rendre ton activité professionnelle durable. Si tu veux exercer ton métier dans un cadre rassurant, entouré de personnes qui comprennent vraiment ta réalité, ça vaut la peine d'y jeter un œil. En tout cas, je suis trop fière qu'Artisium soutienne Compose. Toutes les infos sont sur leur site artisium.be et tu peux aussi réserver un call avec eux directement via le lien qui se trouve dans les notes. Allez, place à l'épisode. Compose, épisode 90. J'étais vraiment en feu avec toutes les valeurs que j'avais mis dans ma musique et que je voulais propager. Et donc j'ai organisé ces 2 EP release concerts. Et donc j'ai fait ça au Cinex à Namur. Ouais. Et j'ai vraiment fait tout ça moi-même, quoi. Avec ma mère, on est parti mettre des prospectus, enfin des affiches dans tout Namur, Godine. On a fait, dans toute la région. Et avec mes propres moyens, j'ai vraiment financé, produit cet événement. Et en fait, ça a fait sold out. Ah, trop chouette. Or que j'étais vraiment la petite godinoise qui a osé aller à Londres pour oser croire, qui a osé croire en son rêve de faire la musique. Et c'était un premier concert, mais fantastique, quoi. Le retour des gens, puis je m'exprimais entre les chansons où j'exprimais un peu ce que j'avais dans le cœur et mon ressenti, mes inspirations, et les gens ont beaucoup aimé. Et à la fin du concert, ça c'était incroyable. Toute la salle, ils ont fait une file. La salle entière a fait une file pour venir me parler après chacun. Et là, j'ai vraiment senti que c'est bon, quoi. Je peux vraiment je suis artiste en fait, je suis chanteuse-compositrice et c'est ça que je vais faire, quoi. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer, un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences ou tables rondes, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter, connecter. Place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Anna Winkin, chanteuse et compositrice. Ensemble, on a parlé de sa grande timidité lorsqu'elle était petite, de ses premiers cours de musique à 2 ans et demi, du fait que ça l'a aidée à sortir de sa bulle, de ses études à Londres, d'être entrepreneuse en tant qu'artiste, du moment où elle s'est mise au piano et où elle a découvert qu'elle pouvait composer, de légitimité, de la vie d'artiste en Belgique, de l'émission Lift You Up sur VTM qu'elle a remportée, de ce que représente l'écriture pour elle, de son projet Rédemption, du livre qui l'accompagnera, de son rapport aux réseaux sociaux, de développement personnel. Juste avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Compose via Patreon. Je dépose juste cela et je vous souhaite une très belle écoute. Merci Anna d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Et merci pour ton invitation, Julie. Tu es donc chanteuse et compositrice et on va parler de musique aujourd'hui et j'aimerais bien revenir à tes tout débuts. Comment est né ton intérêt pour la musique ? Alors, je me souviens pas d'un seul moment dans ma vie où j'avais pas le rêve d'être chanteuse et d'en faire ma carrière. Mais en tout cas, un moment clé, c'était assez tôt dans ma vie. Ma mère a remarqué que j'étais super timide quand j'étais petite. J'étais vraiment super timide.
Et ma mère s'est dit, dès qu'il était possible de prendre des cours de musique, elle s'est dit, je vais l'inscrire au cours de chant, ça va certainement l'aider. Donc, vers mes 2 ans et demi, 3 ans, enfin, c'était vraiment l'éveil musical, elle m'a mis au cours de musique. Ah, trop bien. Et depuis ce jour-là, en fait, toute ma vie, j'ai toujours eu cours de musique après les cours, quoi, de mes 2 ans et demi jusqu'à voilà, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et j'ai toujours eu cours de musique, enfin que ce soit solfège, chant choral, piano, flûte, enfin tout ce qui est possible, comédie musicale. J'ai grandi en ayant mes cours après l'école, mes cours de musique après l'école, ouais. Trop bien. Et comment tu te sentais dans ces cours? Alors, au début, vu que j'étais vraiment très très timide, c'était vraiment compliqué, en tout cas au niveau social, parce que j'aimais pas trop parler avec les autres. J'étais toujours un peu dans ma bulle, on va dire. Et donc, j'ai quand même fait un petit peu j'ai essayé de dire à ma mère que je voulais pas y aller et tout, mais en fait, c'était marrant parce que quand je rentrais chez mes parents, je chantais à tue-tête tout ce qu'on avait appris au cours, sans limite, enfin vraiment toute motivée. Et quand j'allais au cours de musique, c'est marrant parce que au tout début, j'étais tellement timide que je ne chantais pas ce qu'on disait. J'allais comme une muette au cours de musique. Et ma mère, quand je lui disais je vais pas y aller, elle disait je crois que tu me fais juste un chantage. Enfin, en effet, c'était pas logique, mais et en fait, c'est vraiment la passion de la musique. La passion de la musique, elle a toujours été là. Et en fait, j'ai envie de dire, la musique, c'est vraiment ça qui m'a aidé à m'épanouir, à sortir de ma bulle, en fait, et à m'exprimer dans ma vie, à me donner confiance en moi, quoi. Avec le temps, j'ai pris de plus en plus de plaisir et voilà, quoi. Et tu restais un peu muette vraiment au cours, mais quand tu étais en dehors des cours, donc avec tes proches, notamment avec tes parents, là, tu chantais aussi avec tes amis, ta famille élargie? Oui. Mes amis, c'est vrai que pendant l'adolescence, j'ai repéré 2-3 copines qui chantaient bien et j'aimais bien toujours proposer de faire un truc. Mais ma famille, en fait, mes parents, ils ont aussi tous les deux plus ou moins grandi dans des chorales et tout ça. Mon père, il vient des Ardennes et c'est un peu la chorale du village et tout ça. Et ma mère, qui est congolaise, à l'école, enfin ça faisait vraiment partie de la vie du quotidien, d'aller à la chorale, de chanter à l'église, etc. Et donc, avec mes parents, on continuait. Enfin, mes parents étaient aussi dans une chorale pendant mon enfance. Quand on allait à la messe aussi, il y avait la chorale. Et mon père a même dirigé la chorale. Donc, c'est vrai que c'était vraiment naturellement présent dans mon quotidien et dans ma famille. Mes parents aiment beaucoup chanter aussi. Donc, voilà. Et est-ce que tu voyais déjà ça comme, tu le disais, un peu ton futur métier ? Tu te disais que ça pouvait devenir un projet professionnel ? Oui, parce que en fait, quand ma mère m'a posé la question aussi vers mes 4-5 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? J'ai directement dit sans réfléchir, chanteuse, danseuse. En fait, ça a toujours été dans mon cœur, quoi, la musique. Et en fait, plus tard, quand j'ai découvert, à la TV, Alicia Keys et Janet Jackson, là, j'ai vraiment eu le déclic et je me suis dit, waouh, une fille qui me ressemble, elle est trop stylée et tout. Chouette. Et là, je me suis dit, voilà, j'ai enfin trouvé, c'est exactement ça que je veux faire, quoi. Trop bien. Ouais. Et tes parents t'encourageaient à ça ? En fait, ils m'ont toujours encouragée à chanter, à faire de la musique, mais c'est vrai qu'ils savaient pas trop comment on fait pour devenir artiste, pour se créer une carrière solide et tout ça. C'est pas un chemin tracé, on va dire. Ouais. Donc, ils m'ont toujours encouragée, mais ils m'encourageaient pas tout de suite à en faire mon métier parce qu'ils savaient pas, tout simplement, en fait. Et donc, c'est vrai que vers mes 18 ans, au début, j'ai d'abord essayé de faire un métier plus raisonnable et j'ai fait une année de traduction anglais-néerlandais à Bruxelles. Et je m'étais dit, je garde la musique à côté. J'avais essayé de me convaincre. Et en fait, en milieu d'année, j'ai eu de nouveau un espèce de gros questionnement et je me suis dit, et heureusement que je me suis posé ces questions-là, je me suis dit, en fait, là c'est cool mes études, ça se passe bien, j'ai des potes, la vie d'étudiant c'est cool, mais c'est quoi ma vie après, quoi. Ouais. Et puis en fait, la réponse...
la réponse à la question ne me plaisait pas du tout, enfin parce que ça voulait dire de nouveau avoir tout mon temps dédié à quelque chose qui me plaît à moitié, avoir un boss, attendre les week-ends et les vacances pour me détendre. Et avoir un quotidien comme ça, voilà, ça ne me plaisait pas du tout. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire tous les jours sans avoir l'impression que mon temps est volé par quelque chose que j'aime pas, ou où je pourrais me lever avec plaisir le matin pour le faire. Et en fait, l'unique réponse à ça, c'était la musique, quoi. Et donc, je me suis dit, en fait, pour être heureuse, j'ai pas le choix de faire la musique, quoi. Et je me suis dit, tant pis, même si ça prend un peu plus de temps qu'une carrière traditionnelle pour se stabiliser. C'est un peu ma seule chance d'être heureuse. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je faisais des cours de comédie musicale à XL et mes 2 profs à ce moment-là arrêtaient pas de me dire franchement, si t'as l'occasion de faire la musique, fais-le parce que t'as vraiment un truc. Enfin, ils m'encourageaient beaucoup. Et comme par hasard, j'avais aussi une copine du groupe de comédie musicale. Elle partait à Londres l'année d'après et elle me disait moi, de toute façon, l'année prochaine, je vais à Londres, donc j'ai même arrêté d'étudier. Elle faisait les langues aussi comme moi, mais dans une autre école. Et elle me disait, et d'ailleurs, tu devrais venir avec moi. Et toute l'année, elle m'a bassinée avec ça, alors que moi, au début, je la trouvais folle. Je me dis, mais à Londres, c'est beaucoup trop cher. Il y a pas de débouché en musique. Enfin, le vocabulaire qu'on avait à ce moment-là. Et du coup, mais en fait, au fil de l'année, quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, je me suis dit finalement, c'est peut-être pas si fou que ça. Enfin, je crois qu'il faudrait que j'y aille si j'ai la possibilité. Et en fait, tout ce qui paraissait poser problème, comme les finances, dans quelle école aller, comment se débrouiller là-bas, en fait, tout s'est résolu à partir du moment où j'ai ouvert la possibilité que ça pouvait peut-être se passer, que j'allais peut-être le faire parce que j'avais une cousine qui habitait là-bas qui m'a un peu aidée à me débrouiller au début. J'ai reçu une bourse du Forum parce que je connaissais déjà le néerlandais et donc ils encourageaient les jeunes à apprendre les langues et donc j'ai pu avoir une bourse pour payer mon Minerval pour apprendre l'anglais. Et donc voilà, c'était un problème en moins et puis enfin voilà, tous les problèmes se sont effacés et et je me suis retrouvée à Londres voilà à 19 ans pour commencer cette grande aventure et c'était incroyable quoi. Trop bien. Ouais. T'es reconnaissante envers toi-même de t'être posé ces questions-là au moment de tes études et pas justement en étant déjà dans cette vie de métro boulot dodo et de te dire en fait c'est pas ça qui me convient. Enfin voilà, de t'être posé ces questions-là. Si jeune. Ouais. Mais je me dis heureusement parce que sinon je me serais enfoncée dans un truc et j'aurais de quelque sorte perdu du temps. Mais après je pense que le timing de la vie est ce qu'il est et voilà. Enfin, si ça aurait été plus tard, ça aurait été plus tard. Si c'était plus tôt, ça serait plus tôt. Mais là, je pense que c'est venu pile au bon moment. Et oui, aucun regret. Et heureusement que je l'ai fait, quoi. Et Londres, du coup, quand t'es arrivée là-bas, qu'est-ce que tu as étudié concrètement ? Alors, j'ai fait un bac en Popular Music Performance au British and Irish Institute of Modern Music. Ça, c'était dans le sud-ouest de Londres, à Fulham Broadway. Et après, j'ai fait un master en jazz à la Guildhall School of Music and Drama. Donc voilà, la pop et le jazz. Ouais. Comment t'as vécu ces années-là ? C'était incroyable. Enfin, franchement, j'ai eu des profs qui ont travaillé avec des stars. Enfin, genre, j'ai eu le coach vocal des Spice Girls, la bassiste de Moby, la bassiste de Beyoncé. J'ai aussi eu Lala Hathaway qui est venue nous donner une masterclass. Enfin, voilà, j'avais l'impression que j'étais un peu dans le New York européen, d'une certaine manière. Et c'était juste génial, quoi. Et aussi de rencontrer d'autres gens, d'autres artistes qui étaient à mon stade, parce que dans mon groupe d'amis, en étant ado, j'avais toujours l'impression que j'étais un peu un genre d'illuminé, sensible à tout. Dès qu'il y a un coucher de soleil, oh, c'est beau, puis tout le monde était là. Enfin, mes amis, ils étaient toujours là. Alors, tu t'emballes. J'étais là, ouais, je sais. Et en fait, quand je suis arrivée dans cette école d'artistes, tout le monde était comme moi. Tout le monde s'émerveillait pour la beauté des paysages, la musique. Enfin, j'ai trouvé des gens qui avaient une sensibilité comme la mienne et des rêves un peu fous comme moi et c'était juste fantastique et je me suis vraiment fait des belles amitiés qui tiennent encore bien aujourd'hui
Et le fait d'être entouré, enfin d'être dans un espèce de train comme ça où on a des évaluations, des récitals, des concerts à préparer, certaines techniques vocales à apprendre, on doit créer des partitions pour des arrangements. Enfin, c'était vraiment super d'être en permanence dans cet environnement-là avec des échéances pour apprendre. Enfin, c'était vraiment super, quoi. Et tu t'es vraiment, comme tu le disais, aussi bien avec les autres, mais dans ce que tu apprenais, tu t'es sentie à ta place? Ah oui, totalement. Enfin, franchement, je me suis dit, ici, on est à l'école des stars. C'est ce que je veux être. Je suis à la bonne place. Enfin, ouais, c'était hyper impressionnant. Enfin, il y avait plein de gens super talentueux. Puis moi, en ayant grandi ici dans la région de Namur, ça a été très difficile pour moi de trouver des gens qui chantaient comme je l'imaginais ou comme je le voyais à la TV avec Alicia Keys, Beyoncé, enfin tous ces gens-là. Et je me disais, mais qui va m'apprendre à chanter comme ça ici à Namur? Enfin, il y a personne, quoi. Et du coup, quand je suis arrivée à Londres, tout d'un coup, tout le monde était talentueux, alors que à Namur, voilà, je trouvais pas des gens qui étaient un peu dans le même délire que moi, quoi. Et là, tout d'un coup, j'étais dans ce milieu et tout le monde avait cette aura un peu, artistique de la scène et c'était fantastique, quoi. Trop bien. Ouais. Quand t'as eu fini tes études, tu t'es dit que t'allais faire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui est chouette dans mon école, c'est que dès la première année, les profs, ils nous ont dit, il faut pas croire que, ils nous ont dit, votre carrière, elle commence là, dès le premier jour à l'école, quoi. Il faut pas attendre votre diplôme de musique, parce qu'en fait, un diplôme de musique, ça sert à rien d'une certaine manière. Aux yeux de l'industrie, enfin, ils vont jamais dire, est-ce qu'on prend cette chanteuse pour cet événement? On va d'abord vérifier si elle a un diplôme de musique, que personne n'a jamais ces discussions-là. Enfin, on a vraiment eu la formation pour pouvoir se débrouiller dans le milieu, quoi, mais pas parce que les gens vont nous employer grâce à notre diplôme. Ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, pas encore. Et donc, les profs nous ont vraiment briefé en disant, là, votre carrière, elle commence aujourd'hui. Enfin, à vous de prendre les opportunités qu'on vous propose, parce que l'école était très consciente que on a besoin d'auditionner régulièrement, de proposer des concerts dans des lieux où on a envie, d'être disponible. Et donc les profs nous bazardaient chaque semaine on s'est renseigné, il y a telle opportunité là-bas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc chaque semaine on avait toujours plein de trucs comme ça. Puis les profs nous disaient aussi dans votre classe, là, c'est vos futurs collègues, donc soyez à l'heure, soyez sympa, bossez correctement, et comme ça, on va se souvenir de vous et on vous rappellera. Et ils ont vraiment bien fait de nous briefer comme ça parce que, c'est nécessaire dans ce milieu d'être débrouillard. Enfin, en fait, on est entrepreneur en tant qu'artiste, donc et on a besoin de ce moteur de se dire, on n'attend pas que ça nous tombe dessus, quoi. Ouais. Tu te rendais déjà compte de ça, que c'était de l'entrepreneuriat, la musique? Je mettais pas ce mot entrepreneuriat, mais en tout cas, j'étais consciente que ma carrière allait pas se créer toute seule, quoi. Ouais. Qu'il fallait que je mette des choses en place, quoi. Trop bien. Et du coup, par rapport aux cours que tu as eus, donc vous appreniez vraiment comment fonctionne aussi l'industrie musicale? Oui, on a eu des cours de musique business. Et alors, à cette époque, c'est pas le cours qui m'a le plus servi parce que moi, j'étais encore au tout début, j'avais encore jamais composé de musique, je ne savais même pas encore que je savais composer. Enfin, c'est au fil des cours que je me suis rendu compte que, en fait, si, je suis capable d'écrire pour moi et que je dois pas demander à un compositeur d'écrire pour moi. Mais on avait des cours, en fait, c'est marrant parce que j'arrive pas à me souvenir de musique business. Mais si, en fait, ils nous ont accompagnés pour tout ce qui est droit d'auteur, faire notre plateforme, les droits mécaniques, même si aujourd'hui, je ne pourrais plus te restituer tout ça. Mais ils nous avaient vraiment bien conscientisés sur l'idée de networker régulièrement avec des professionnels. Comment se présenter en tant qu'artiste, même si, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. On se réinvente avec le temps qui passe en tant qu'artiste, mais ça c'est vraiment deux aspects dont je me souviens. On devait faire des essais, des recherches. Je me souviens que j'avais dû faire un essai sur l'impact
de Ray Charles sur la musique actuelle. Excellent. Voilà, on avait tous des sujets assez passionnants comme ça. Et donc voilà. Et donc c'est à ce moment-là que tu as commencé à écrire ? Oui, en fait, pour la 3e année, donc pour ma fin de bac, notre examen, c'était de faire un concert de 45 minutes, vraiment dans une real life situation, dans un pub anglais avec une scène. Excellent. Ouais, et alors c'était marrant parce que les profs venaient, ils avaient leur petite table de juges, ils étaient dans le pub au milieu des gens, et ils nous évaluaient. Et en fait, la moitié du concert devait être, c'était la consigne, la moitié du concert devait être absolument des compositions originales. Mm-hmm. Mais ils nous ont dit, si vous le sentez pas d'écrire, vous pouvez demander à vos potes d'écrire pour vous. Le plus important, c'est que ce soit pas des chansons officiellement sorties et qui existent déjà. Et donc moi à ce moment-là, je me suis dit, je pensais que j'allais devoir demander à des potes parce que j'avais encore jamais composé. Et en fait, je me souviens, c'était les vacances et donc j'avais un peu plus de temps devant moi. Mais je me suis dit, avant de demander, je vais quand même m'asseoir au piano et tenter de jouer quelque chose qui n'existe pas. On sait jamais qu'est-ce qui peut descendre, quoi. Et alors, je me souviens que j'étais... ce moment est vraiment gravé dans ma mémoire. J'étais à mon piano et je commence à jouer librement, une petite mélodie au piano qui commence à me plaire. Je me suis dit je vais rester là-dessus. Et puis, composer, ça demande vraiment de mettre pause sur le mental, quoi, parce que on a tout sans cesse une petite voix qui critique tout ce qu'on est en train de faire, puis on veut un truc déjà bien dès le début, or que il faut se laisser l'espace de créer pour arriver à quelque chose de correct, et il faut vraiment lâcher prise avec le mental. Et je me souviens, j'étais vraiment crispée, j'avais tellement peur de ce qui allait sortir, mais je me suis dit, allez, j'éteins 2 secondes, le temps d'une phrase, et je chante quelque chose, on sait jamais que ce soit bien. Et là, j'ai chanté le refrain de mon tout premier single, The Most Important. C'est ça, la première phrase qui est sortie, c'est I don't see anything more important than love. Et il y a cette phrase qui est sortie, j'étais au piano et ça m'a surpris, la sensation que j'ai ressentie. Je me suis dit, waouh, ça me fait trop vibrer, en fait. Et j'ai eu une illumination et j'ai composé cette chanson, mais en moins d'une après-midi, et ça m'a vraiment ouvert une porte en moi. Et en une semaine, j'ai composé mon premier EP, fait. Et aussi, le petit clin d'œil à ce moment-là, mon frère était dans le salon à côté. Et il a commencé à chanter toute l'après-midi aussi. I don't see anything. Enfin, il en rigolait. Mais je me suis dit, en plus, ça reste dans l'oreille. Trop marrant. C'est trop bien. Donc, ça, c'était mon premier moment, un peu un moment de grâce où j'ai composé cette première chanson. Et depuis, et en fait, mon concert de fin de bac, mais c'était entièrement des compositions originales. Depuis, ce moment, ça m'a vraiment lancée. Et les profs ont adoré. J'ai eu une bonne note, le public aussi, mes amis que j'avais conviés pour chanter avec moi pour mon examen ont adoré aussi. Et de là, je me souviens qu'il y avait un prof, justement le prof de musique business. Il m'a encouragée, il m'a dit mais c'était vraiment génial ton projet. À la fin des cours, je réserve le studio 1 semaine et t'enregistres ton EP. Quoi. Wow. Et en fait, ça s'est pas fait parce que ce prof a eu des problèmes avec la direction, peu importe. Mais en fait, ça m'a vraiment donné l'élan. Et il se trouve que quelques mois plus tard, un pote qui créait son premier studio m'a dit j'aime bien ton projet, ça te dit que on commence à l'enregistrer ensemble. Et voilà, et j'ai enregistré mon premier EP et voilà, j'ai démarré, quoi. Trop chouette. Et t'as ressenti quoi du coup quand t'as dévoilé cet EP? C'était dingue parce que j'ai fait en fait, je l'ai fait en 2 temps. J'ai fait un hippie lounge à Namur et un hippie lounge à Londres. J'ai vraiment tout organisé moi-même. J'étais vraiment en feu comme ça, et surtout que le thème de mes chansons, je me souviens à cette époque-là, j'étais un peu déterminée à vouloir absolument rendre le monde meilleur. Aujourd'hui encore, mais voilà, avec peut-être un peu plus de sagesse et je prends plus le monde entier sur mon dos.
Mais à ce moment-là, je me souviens, je venais de devenir végétarienne, vénère, enfin en guerre avec le système. Et je me souviens que ça m'arrivait régulièrement de pleurer parce que je me sentais impuissante avec la souffrance du monde. Enfin voilà, j'étais vraiment dans une phase. Et en fait, toutes les chansons de cette EP-là, c'était vraiment essayer d'apporter de la douceur, de l'apaisement. Ça, c'est encore présent dans ma musique, mais voilà, avec mon évolution aussi. C'était quoi ta question? Comment t'as vécu le moment où cette EP est sortie et a été dévoilée? Voilà. Eh ben, j'étais vraiment en feu avec toutes les valeurs que j'avais mis dans ma musique et que je voulais propager. Et donc j'ai organisé ces 2 EP release concerts. Et donc j'ai fait ça au Cinex à Namur. Ouais. Et j'ai vraiment fait tout ça moi-même, quoi. Avec ma mère, on est parti mettre des prospectus, enfin des affiches dans tout Namur, Godine. On a fait, enfin dans toute la région. Et avec mes propres moyens, j'ai vraiment financé, enfin produit cet événement. Et en fait, ça a fait sold out. Ah, très chouette. Or que j'étais vraiment la petite godinoise qui a osé aller à Londres pour oser croire, enfin qui a osé croire en son rêve de faire la musique. Et c'était un premier concert, mais fantastique, quoi. Enfin, le retour des gens, puis je m'exprimais entre les chansons où j'exprimais un peu ce que j'avais dans le cœur et mon ressenti, mes inspirations, et les gens ont beaucoup aimé. Et à la fin du concert, ça c'était incroyable. Toute la salle, ils ont fait une file. La salle entière a fait une file pour venir me parler après chacun. Et là, j'ai vraiment senti que voilà, c'est bon, quoi. Je peux vraiment je suis artiste en fait, je suis chanteuse-compositrice et c'est ça que je vais faire, quoi. Et à Londres, j'ai eu la chance aussi pour mon EP Lounge à Londres que c'était une super salle de concert, le Ronnie Scott, où il y a les plus grandes stars internationales de jazz qui se produisent dans la salle en bas. Eh ben j'ai pu le faire à l'étage. C'est un espace, une salle un peu plus petite, mais et c'est pour les emerging singer-songwriters, enfin les chanteurs-compositeurs qui se lancent. Et en fait, j'ai pu faire mon EP Lounge à l'étage au Ronnie Scott. C'est quand même pas mal aussi comme début. Donc voilà, c'était vraiment une effusion, quoi. Le début, ça m'a clairement donné l'élan d'y aller, quoi. Et à Londres, tu es resté pendant 7 ans. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu restes et que tu ne veuilles pas tout de suite rentrer en Belgique? Oui. Bon, déjà, il y avait les 5 ans d'études. Et puis, après, je pense que c'est un petit peu le temps de se questionner, de me dire, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux rester vivre à Londres? Est-ce que je veux rentrer en Belgique, voyager? Donc là, j'ai eu, juste après mes études, j'ai eu l'occasion de donner cours de chant dans une école secondaire à Londres. Et je me suis dit, voilà, j'ai cette opportunité, donc je vais vivre un petit peu ici, voir comment ça se passe. Et puis cette année-là, je me souviens que j'ai eu un petit ras-le-bol de la vie à Londres. Voilà, le bruit, la pollution. À Londres, on s'arrête jamais, même le dimanche, tout est ouvert, il y a pas de repos. Et puis en plus cette année-là, on avait déménagé avec mes colocs dans un lieu qui me plaisait pas trop. Et j'ai comme ressenti une fatigue et je me dis je suis en train de débourser parce que c'est super cher aussi des grosses sommes tous les mois, alors qu'en Belgique je pourrais avoir un appart à moi seule pour ce prix-là. Enfin, et du coup il y a eu un peu une fatigue et je me suis dit bon, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut que je voulais de Londres. Donc franchement Londres, ça m'a vraiment forgé en tant qu'artiste et ça m'a fait me sentir légitime et en confiance par rapport à mes élans artistiques. Et puis voilà, j'ai eu l'anglais, j'ai encore plusieurs potes là-bas, je connais encore des lieux. Enfin voilà, je sais comment se débrouiller à Londres et je me dis, je peux y revenir quand je veux en fait. Je suis pas obligée de vivre là-bas pour pouvoir donner des concerts et avoir des opportunités si je veux, quoi. Donc voilà, c'est à partir de la 6e année que je me suis dit voilà. Puis 7e année, là, j'ai commencé j'avais un petit peu gardé mon job à Londres au début et je faisais des allers-retours parce que c'était quelques jours par semaine. Mauvaise idée. Ça m'a épuisée. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais.
Mais à ce moment-là, la livre sterling était un peu plus haute et du coup, plus haute que l'euro. Et donc, ça restait intéressant, sauf que au fil de l'année, la livre sterling a baissé de plus en plus et j'ai fini l'année sur les rotules. Mais enfin voilà, j'ai bien épuisé la batterie Londres jusqu'au bout. Et voilà, la 7e année, j'ai clairement senti, voilà, là j'en ai marre de Londres, j'ai ce qu'il me faut et je dois pas absolument m'infliger de vivre à Londres pour ma carrière, quoi. Je peux faire ça n'importe où en fait. Et donc après Londres, voilà, je suis revenue à Bruxelles. Puis là, j'ai continué. Enfin voilà, j'ai un petit peu découvert ce que c'était la vie d'artiste en Belgique, l'administratif et tout, comment on fait. Donner cours dans des écoles pendant tout un moment. Maintenant, j'en donne plus, mais voilà, découvrir. J'ai un peu découvert comment se débrouilloter. C'est vraiment ça au début. Ouais. Et puis après, j'ai un peu vécu au Portugal pendant la crise sanitaire. Et puis en revenant du Portugal, enfin voilà, il y a eu plein d'autres choses avec les concours à la TV. Voilà. Je te laisse à la prochaine question avant que je déballe tout ça. Mais moi, j'aime bien tout ça, donc c'est très, très bien. Oui. Enfin, je peux. Mais je te laisse me poser une question. Bah oui, justement, tu parlais de télé, du coup, on peut parler de Lift You Up, émission sur VTM que je ne connaissais pas du coup, parce qu'il y a quand même cette barrière entre la Flandre et la Wallonie, ce qui est très dommage. Mais comment t'as eu cette envie de t'inscrire dans cette émission déjà? Mais en fait, j'ai eu de la chance parce que c'était pas par le chemin traditionnel, c'est plutôt eux qui m'ont repéré. Ah, trop bien. Et en fait, je suis passée sur 3 émissions différentes, 3 années de suite. Donc en fait, pendant encore la crise sanitaire, j'étais encore au Portugal, voilà, et je me souviens que j'avais commencé mon petit compte TikTok. Enfin, il y avait vraiment un tout petit compte à l'époque, pas beaucoup plus grand aujourd'hui, mais j'ai passé quand même quelques steps depuis. Et je devais avoir 2 vidéos à tout casser. Et en fait, ils sont tombés sur une des 2 où je chantais une cover d'Adèle. Et en fait, j'ai reçu un message Instagram en disant « Oui, on a une émission en Flandre, on cherche des artistes belges, est-ce que tu serais intéressé ?» Puis je me dis je veux bien en savoir plus, voici mon mail, parlons-en. Et puis dans le mail qu'ils m'envoient, je vois Banijé, tu vois VTM, enfin tu vois tous les logos de la TV officielle, tu vois. Et puis là je me dis wow, ça a quand même l'air sérieux. Et puis en fait je vais à la première rencontre et là je vois vraiment que en fait c'est la TV, en fait c'est un vrai truc quoi. Et donc, c'est comme ça que je me lance dans cette première émission sur VTM qui s'appelle Starstruck. Et j'ai un beau parcours dans l'émission. Je vais jusqu'en demi-finale à ce moment-là. Et en fait, à la fin, il y a les producteurs qui viennent me voir en me disant on a beaucoup aimé travailler avec toi. Donc, à la prochaine opportunité, si ça te dit, on manquera pas de te rappeler, quoi. Donc moi, je me dis oui, enfin... Après, peut-être qu'ils disent ça à tout le monde, j'en sais rien, mais ça, voilà. On sait jamais, ce serait avec joie s'ils me rappellent. Et l'année d'après, je suis rappelée par RTL qui a vu l'émission et ils refont la même. En fait, ils refont Star Maker, la version francophone de l'émission. Donc, je refais la même parce que ils voulaient que je participe et moi, voilà, avec joie. Et je représente Alicia Keys dans les 2 émissions parce que tu vois, le concept, c'est des trios d'artistes qui représentent des grandes stars internationales. Okay. Et puis t'as à chaque fois le favori du public qui est repris, puis qui va faire 1 ou 2 solos en fonction de l'avancée des étapes. Et dans les 2 émissions, j'ai à chaque fois été choisie pour faire Alicia Keys. Dans mon trio, j'ai été reprise à chaque fois. Et Star Maker, je suis arrivée même 2e, quoi. J'étais à 2 doigts de gagner. Et après Star Maker, j'ai été recontactée par VTM et il m'explique voilà, on a ce nouveau concept Lift You Up, est-ce que ça t'intéresse? Puis moi je me dis oui, avec plaisir. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans Lift You Up et que voilà, j'ai fini par gagner l'émission, c'était une aventure incroyable. Et en fait, je trouve ça plus intéressant que The Voice, même si c'est un peu moins connu. En tout cas, au niveau artistique, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir parce que là-bas, en fait, c'est 4 artistes flamands établis qui cherchent un artiste émergent avec qui sortir un single et partir en tournée. Trop bien.
Ouais, franchement, c'est cool. Et donc, il y a vraiment un après la victoire aussi où ça continue encore pendant presque une petite année avec la sortie du single, la tournée, etc. Et en plus, dans le single, on a aussi un peu d'espace pour créer, mettre notre propre touche personnelle. Enfin, le single Silverline qu'on a sorti avec Laura Tesoro, mes parties en français, c'est moi qui les ai écrites. Et elle adorait que je chante en français, donc voilà, elle m'a encouragée à écrire en français parce qu'elle voulait aussi. Et voilà, c'est une aventure extraordinaire, quoi, de gagner avec Laura Tesoro, et puis tout ce qui s'est passé après, le concert à l'Ancienne Belgique qui était sold out, Teen Huntezine aussi à Middelkerk, enfin une espèce de une grosse émission qui se fait chaque année à Middelkerk. Et qui est diffusée sur VTM, où il y a toutes les plus grosses stars flamandes, c'était juste incroyable. Trop chouette. Oui. Et comment t'as vécu justement, comment ça s'est passé avec elle, vous avez vraiment établi un lien au fur et à mesure, voilà, parce que aussi partir en tournée, si ça marche pas entre vous, c'est pas évident. Oui, mais voilà, vous aviez l'air tellement proches aussi, dans les extraits de l'émission. Oui, c'est vrai. Et mais en fait, j'ai remarqué que Laura, elle avait vraiment flashé sur moi d'une certaine manière. Moi, c'est marrant parce que je m'imaginais pas qu'elle flasherait autant sur moi. C'est marrant parce que j'ai cru que je matcherais peut-être mieux avec Jasper Steverling qui était dans l'émission aussi. Mais en fait, pas du tout. Lui, il a pas du tout flashé parce qu'il avait déjà fait un duo avec Mentissa peu de temps avant l'émission et donc il voyait de la redondance parce qu'en plus c'est vrai que je suis entrée dans l'émission avec une chanson de Mentissa. Ah oui, OK. Et voilà, pour sa carrière à lui, il voulait un peu plus de variété. Et Laura, Laura, elle a flashé et moi j'étais trop contente parce que je sentais que ça pouvait aussi matcher avec elle parce que comme on est de la même génération et puis moi j'aime bien le fait qu'elle danse sur scène et tout, même si c'est quelque chose que j'avais pas encore fort exploré dans mon univers à moi artistique avec ma musique, mais je trouvais que son univers frais comme ça, jeune, et puis et même elle a vraiment une super énergie et vraiment un bon cœur, quoi. Et donc ça m'a beaucoup plu chez elle. Et en fait, au fil des étapes, en fait, les fans, parce que chaque coach vient avec son équipe de fans et les fans aident à voter pour réfléchir avec le coach, de dire non, on te voit mieux avec tel artiste, ça c'était vraiment bien. Et donc c'est vraiment ils sont ensemble avec leurs fans pour décider, quoi. Et en fait, elle 2 fois, elle a été contre l'avis de ses fans tellement elle m'aimait beaucoup, quoi. Et je pense que dès le début, elle s'est dit je veux chanter en français aussi, j'aime bien son univers et ce qu'elle a continué de me dire, elle m'a dit ça se voit que toi t'es vraiment déjà une artiste, quoi. Il y a pas de construction à faire par rapport à certains autres candidats. Et elle me disait je sais qu'avec toi ça va être fluide en tournée, il y aura pas de stress. Et c'est ce qu'elle a apprécié chez moi. Et après, c'est vraiment avec le temps, j'ai remarqué vraiment que c'était une artiste avec un grand cœur, quoi. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on a peut-être ces points communs aussi, par rapport à tout ce que je veux aussi offrir comme bonne vibration aux gens qui m'écoutent et tout ça. C'est vrai qu'on on a eu des points communs à ce niveau-là et je pense que c'est aussi ça qui a renforcé notre complicité sur scène et tout ça, quoi. Et tous ces passages télé et cette tournée après, ça t'a aussi donné confiance en ton aisance sur scène? Oui, totalement. Déjà, moi, j'ai adoré la télé parce que autant c'est confrontant de se voir soi-même après, mais moi, c'était vraiment un peu mon terrain d'étude de me dire, voilà, je vais travailler ça, les mouvements, mon regard et tout, puis me revoir sur l'écran et je pouvais me dire, ça, je vois que je peux améliorer. C'était vraiment, une phase d'apprentissage et autant c'est confrontant, autant je trouve ça hyper enrichissant et on apprend énormément, quoi, à se revoir sur l'écran. J'ai beaucoup appris et j'espère encore le faire longtemps, le refaire encore et encore. Et quand cette tournée s'est terminée, comment tu l'as vécu du coup? Alors c'est marrant, il y avait un peu de tristesse et de nostalgie forcément. Je me dis ça va être fini. Puis surtout de découvrir ce que c'est l'effusion quand on est au stade de Laura. Quand t'es sur scène déjà. Quasiment tous les concerts,
le public chantait avec. Enfin, moi, j'avais pas encore découvert ça. C'est avec Laura vraiment que j'ai découvert le public qui chantait avec toi tes chansons quand t'es sur scène. Ça, c'est une sensation de dingue. Et aussi tous les fans qui se précipitent quand on descend de scène, qui font la file ou qui sont... Parfois, il y a des grillages et ils sont comme ça au grillage. Je me dis, ouais, ça, j'avais jamais vécu encore. Et donc, toute cette effusion. Et puis de voir toute son équipe avec elle, les techniciens, les danseurs, les managers, les producteurs. Enfin, tout le monde se déplace avec elle sur les dates. Et je me dis, waouh! Et du coup, ça m'a donné de quoi me projeter aussi, parce que je me dis, bah voilà, moi j'ai encore envie de continuer d'avancer dans ma carrière, et je me dis c'est chouette, ça me donne déjà un petit clin d'œil de ce que ça pourrait être. Donc voilà, donc il y avait cette nostalgie quand ça s'est arrêté, mais d'un côté je me dis cool, maintenant je récupère mon temps pour faire avancer mes projets, quoi. Mais il y a quand même eu un genre de contre-coup, quoi, parce qu'on passe un peu de tout le temps, les fans, et puis après chaque concert, le nombre de followers qui pique, enfin. Et puis alors c'est vraiment de l'adrénaline au niveau mental. Enfin voilà, il faut vraiment réussir à trouver un équilibre, ne pas trop s'enflammer. Du coup, c'est vrai que voilà, le retour au calme après, même si je pense que ma vie n'est jamais vraiment très calme, parce que même si sur les réseaux ça se voit pas tout le temps, parce que j'ai pas toujours le temps de poster, j'ai l'impression que je suis toujours en train de courir d'un truc à l'autre pour mes projets. Mais voilà, la confrontation à être de nouveau moi sans toute l'équipe de Laura autour, c'est vrai que c'était quand même une transition à vivre aussi, et de me dire allez, maintenant je sors mon projet, je suis de nouveau seule, je vais porter mon projet. Ouais, c'est clair. Même si je suis de plus en plus entourée, hein, donc franchement, si je compare il y a quelques années, c'est le jour et la nuit. Enfin, c'est génial tout ce que j'ai pu accomplir, et je suis beaucoup plus loin qu'avant. Mais voilà, c'est vrai qu'il a fallu vivre la transition. Mais c'est, encore une fois, c'est constructeur. Enfin, je veux dire, c'est riche d'apprentissage. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir emmener toutes ces expériences et ces inspirations avec moi, et de continuer à grandir avec ça, quoi. T'avais le temps quand même de travailler justement sur tes projets pendant cette tournée, continuer à écrire? Ouais, en fait, l'avantage, c'est que j'avais déjà quasiment tout écrit avant la toute première émission. Ah ouais. Ouais, et en fait, les émissions, à chaque fois, avec les contrats, on était autorisé à rien sortir pendant l'émission. Et puis, j'ai eu ça 3 ans de suite. Et donc, en fait, mon projet, il a juste maturé derrière les rideaux, quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai fait pas mal de sessions studio. Mais c'est vrai que là, ça fait quand même un moment que je me suis plus assise juste moi et mon piano, comme je l'ai fait cette fameuse première session d'écriture il y a longtemps pour mon bac, pour mon travail de fin d'études à Londres. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, après, je suis repartie à Durbuy, par exemple, où j'ai fait un songwriting camp avec d'autres artistes belges. Donc là, j'ai plus fait des collabs et tout ça. Mais donc voilà, enfin après je pense que cet été, je vais un petit peu réécrire. Mais de toute façon, en fait là mon projet, il est prêt, je suis en train de révéler ce qui a maturé derrière les rideaux pendant 3 ans. Et donc voilà, cette année, c'est mon année où je révèle mon projet. Et voilà, je commence tranquillement à me dire que je vais écrire la suite, comme ça après il y a une suite. Mais voilà. Mais c'est chouette que ça te ressemble encore, parce que ça aurait pu être complètement, enfin te dire en fait tout ça je le laisse tomber, je repars c'est vrai, ça aurait pu, mais en fait c'était des chansons tellement parce qu'au moment où j'ai composé ces chansons, je vivais une relation assez compliquée. Et c'était vraiment des chansons toutes vulnérables. Enfin, et au début, quand je les ai écrites, je me sentais pas de les assumer publiquement, tellement c'était fragile en moi, en fait. Et finalement, ces 3 ans, d'un côté, c'était bien parce que c'était le temps que ça mature vraiment pour que je puisse en parler sans m'effondrer ou sans, en restant quand même droite dans mes bottes, pour pouvoir les exprimer en toute simplicité. Voilà.
Ça représente quoi pour toi l'écriture? Alors l'écriture, c'est en fait ça me paraît nécessaire dans ma vie. Autant que le chant, enfin ça va de pair. Autant j'écrivais pas avant mes 20 ans en fait, parce que finalement c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire mes chansons. Mais je le vois vraiment comme une manière de trouver un peu en moi qu'est-ce qui a besoin de s'exprimer, quoi. Enfin, en fait, je pense que, enfin, voilà, la voix, le chant, ça me permet de m'exprimer. Sinon, je suis vraiment une personnalité très introspective. Ouais. Introvertie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui. Tu fais de l'introspection. Voilà, je fais de l'introspection. Je suis une personnalité très introvertie de base. Ah ouais. Et en fait, le chant, ça me permet vraiment de trouver mon assise en moi. Et quand je prends le temps d'écrire et de chercher les mots, c'est comme s'il y avait un espace dans ma poitrine qui s'allégeait, enfin un espace qui a besoin de circuler comme ça. Et donc l'écriture et le chant, ça me permet vraiment de m'exprimer dans ma vie et de me donner un socle. Ouais, c'est ça que je vais dire. Et du coup, le projet, c'est Rédemption qui sort maintenant. C'est vraiment ça. C'est ce projet-là où tu exprimes donc ta vulnérabilité, ce que tu as vécu, etc. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, ce projet, il est né d'une relation très compliquée que je vivais. Et puis après, de là, plus je l'ai composé, plus j'ai commencé à le chanter un petit peu à des petits concerts, à apprendre les chansons en studio. Plus j'ai pu prendre l'inspiration dans plein d'autres aspects de ma vie, quoi. Et donc c'est vraiment un parcours c'est un peu un parcours de retour à soi après s'être un petit peu écarté, s'être perdu par manque de limites ou peut-être méconnaissance de soi. Enfin. Voilà, je pense que en tant que fille aînée dans ma vie aussi, j'ai 4 petits frères. Ah oui. Je suis quelqu'un qui a vite, j'ai développé un espèce de tempérament où je prends soin des autres, je guide, je suis un petit peu leaduse naturelle dans mes projets en tout cas, et je suis heureuse d'avoir cette place-là. Mais voilà, j'avais un petit peu une cape de sauveuse qui m'alourdissait dans mes relations générales. Et en fait, je crois que ce projet, ça m'a permis de vraiment me délester de cette cape au fur et à mesure. Après, voilà, ça reste un peu dans ma personnalité, mais ça m'a vraiment permis de pouvoir remettre mes limites et recomprendre comment sentir moi ce que je veux, plutôt que de toujours me mettre à la place des autres et faire pour les autres. Enfin, c'est vraiment tout un système en moi où je me suis repositionnée pour être plus dans mon juste, quoi. Et c'est un petit peu, tout ce parcours de la rédemption. Trop bien. C'est peut-être cliché de dire ça, mais finalement, l'écriture, c'est aussi une forme un peu de thérapie. Voilà, totalement. Ouais, le mot n'était pas encore sorti, mais c'est totalement ça. Oui, et il y a vraiment ce truc, au-delà de juste l'écriture pour la musique, c'est un peu ces dernières années où j'ai beaucoup aussi écrit dans mes journaux intimes, et voilà, ça communiquait avec ma musique aussi, et ça a été salvateur de pouvoir me relire pour mieux comprendre ce que je vivais, voir qu'est-ce qui se répète. Ah ouais, mais en fait j'ai ça, donc il faut que je change, faut que je réfléchisse, faut que j'exprime ça, parce que ça fait plusieurs fois que j'y pense et j'ai pas encore dit à cette personne, ou donc écrire dans un journal intime et écrire ma musique, ça va de pair, quoi. C'est un peu mes compagnons de route. Tu t'analyses beaucoup, tu t'auto-analyses beaucoup? Oui, parfois peut-être un peu trop même. Mais en fait, c'est vrai que ce truc de quête de soi, ça m'anime en fait. Je pense que c'est vraiment ce truc de mettre du sens dans ma vie et de me découvrir pour après pouvoir partager mes couleurs au monde, et je suis trop contente quand ça résonne avec d'autres personnes, et tout ce que je découvre en moi, en fait d'autres personnes le vivent aussi. Et c'est vrai que je suis quand même bien passionnée par tout ce qui est recherche intérieure, un peu la spiritualité, le développement personnel et tout ça, et ça a un bon impact dans ma musique, quoi. C'est aussi dans cette optique-là que tu es en train de préparer ton premier livre?
Oui, exactement. Donc en fait, mon livre, il s'appelle aussi Rédemption. Et en fait, ça va accompagner mon projet que je suis en train de révéler, quoi. Donc là, le 18 juin, il y a un premier volet de Rédemption. Donc voilà, ceux qui écoutent ça, ce n'est que le début. Qui sort. Et en fait, j'avais envie de proposer aux personnes qui m'écoutent comme un petit guide d'une musique à l'autre, où j'exprime, des parts un témoignage de ce que je traversais à ce moment-là, plus mes inspirations sur le moment. Et aussi, je veux aussi laisser au lecteur l'espace pour écrire ses propres pensées, ses propres émotions. Donc, ce sera une espèce de livre qui va avec Rédemption, mais c'est aussi un journal intime. Donc, c'est un peu ça l'idée. Pour renforcer le lien avec ceux qui me suivent, et aussi parce que c'est une part à part entière de mon univers et de mon processus créatif. Je voulais vraiment, ça avait du sens pour moi de proposer ça. Et donc, je suis en pleine rédaction du livre avec ma coach et il sortira en automne, normalement. Donc voilà. Trop bien. Ouais. Ça te plaît de pouvoir de te permettre, en fait, de faire ces multiples projets, que ce soit aussi bien dans la musique qu'un livre, que potentiellement d'autres choses plus tard. Ça te plaît de te laisser cette liberté? Oui, totalement. Et je me dis, en fait, au-delà de la musique, c'est un peu tout un univers, presque un mouvement, enfin, je sais pas si mouvement c'est un petit peu trop, mais une énergie que je veux proposer sous différents formats, quoi. Et en fait, je pense que dans tout ça, c'est clair que, on retrouve un peu les valeurs du début de la sauveuse qui va apporter la paix, l'apaisement et tout ça. Qui va changer le monde. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est... En fait, finalement, c'est entre soi et soi, la vie, et on fait de son mieux. Et du moment qu'on fait la chose juste pour soi, on sait qu'on va apporter quelque chose de juste autour de nous. Donc, ça, c'est un peu mon apprentissage du moment, ma conclusion du moment par rapport à tous mes élans du début. Mais dans cette continuité, il y a vraiment cet aspect dans ma musique de vouloir un petit peu rassembler les gens en toute simplicité, un petit peu de cœur à cœur, et cette sensation d'apaisement, de se dire, en fait, on vit tous des choses plus ou moins dures. On peut, on peut en parler, c'est ok de les vivre, on peut se soutenir, on peut un peu faire tomber les masques, quoi. C'est un petit peu cette énergie lors de mes concerts et les différentes choses que je propose, que je veux répandre, de dire, soyons juste nous-mêmes et quoi que ce soit qu'on traverse, c'est ok, il y a des solutions, on peut s'écouter, on peut écrire, on peut chanter, on peut allumer une bougie, on peut respirer 5 minutes ou plus longtemps que ça. Tu vois, il y a des solutions et on n'est pas tout seul et on peut se soutenir, c'est un peu ça qui m'anime. Comment tu décrirais, toi, ta mission de vie? Ma mission de vie, il y a un petit peu... c'est un peu le gros truc du développement personnel. Oui, mais j'imagine que tu y as réfléchi du coup. Oui, exactement. En fait, ma mission de vie, c'est m'accomplir moi. C'est être heureuse. Et en fait, être heureuse, ce qui m'anime, c'est de chanter et de réunir les gens autour de toutes ces valeurs-là, en fait. Et évidemment, moi, là, dans mes plus grands rêves, j'ai envie que ma carrière grandisse et de remplir des salles de plus en plus grandes. Là, j'ai un rêve, mais ça évolue tout le temps, hein, donc en fonction de mon humeur, de mon évolution. Mais je me dis que c'est possible, parce que j'ai bien gagné Lift You Up l'année dernière et il y a plein de portes qui s'ouvrent. On verra. Mais voilà, j'ai envie de remplir des stades. Et j'ai envie que... dans les stades, souvent, on fait des shows hyper énergiques et tout ça. Il y aura cette énergie-là, parce que ça fait partie de moi. Mais j'ai aussi envie qu'il y ait ces moments, même si on est des milliers, mais des moments où on entend les mouches voler, puis on a tous, une bougie allumée, en sécurité, hein, parce que dans les stades. Mais qu'il y ait un petit peu ces moments suspendus où, on respire ensemble et on se pose... dans une osmose où on peut vraiment ressentir, entendre notre cœur battre à tous.
enfin des moments de présence intense, quoi. Donc voilà, qui vivra verra. Oui. Et tu chantes aussi dans les projets d'autres artistes, notamment Tiv Barreau, tu es choriste sur sa tournée. Oui. Ça fait quoi de prendre cette place de choriste dans le projet d'une autre personne? En fait, moi, c'est vraiment dans mon éducation musicale grâce à Londres, parce qu'en fait, dans mes cours, on faisait régulièrement les chœurs les unes des autres, parce que chaque semaine, on était sur scène avec des nouvelles chansons différentes, avec le band, les gens de notre classe pour s'auto-évaluer, enfin avec les profs, et voilà. Et en fait, on était déjà dans un système où qui chante solo, qui fait les chœurs, qui fait quelle voix, et on a vraiment grandi comme ça. Dans mes cours de musique à Londres, et j'avais aussi naturellement des amis artistes, et en fait on s'amusait à chanter pour les projets les unes des autres, et c'était vraiment dans la culture, enfin à Londres, enfin voilà, on chante tous avec les uns les autres, les ensemble. Si c'est ton projet, je suis là, je chante les chœurs. Si c'est mon projet, tu chantes les chœurs. Et on a vraiment développé une super dynamique avec mes amis, et enfin voilà, à l'école de manière générale. Et donc c'est chouette de se dire pour un artiste avec qui je m'entends bien et qui a un chouette projet, je suis ravie de rejoindre le projet si ça me parle, si j'ai le temps, si on est dans les bonnes dispositions. Et donc, je suis ravie d'avoir rejoint l'équipe de Tiv Barreau pour sa nouvelle tournée. C'est une artiste dont j'avais déjà entendu parler pas mal avant. Puis il y a eu cette opportunité de chanter avec elle, et ça m'a directement parlé. C'est important pour toi, par contre, de te retrouver dans les valeurs de l'artiste, dans son projet, enfin oui, tu c'est ne ferais vrai pas que ça je pour ferais pas n'importe ça avec qui. tout le monde. Puis le temps est précieux, et j'ai besoin de temps pour ma propre carrière. C'est ça le centre de ma vie quand même. Mais c'est clair que si c'est un artiste dont les valeurs me plaisent et voilà, qui m'inspire, c'est avec plaisir. Et ça permet de te faire connaître auprès du public, ou c'est pas forcément un moyen de les amener vers ton projet pro, enfin ton projet perso, pardon. Si, en fait, je remarque quand même qu'après chaque concert, le public s'intéresse. Enfin, je gagne toujours quelques petits followers qui s'intéressent à mon projet. Et il y en a 2-3 qui sont déjà à fond en train de suivre les étapes de la sortie de Rédemption, et qui ont hâte et tout. Et même, il y a aussi des fans du côté de Laura Tesoro. Il y en a plein aussi qui sont rentrés dans mon projet, dans mes aventures aussi suite à cette expérience. Donc c'est vrai que ça, à ce niveau-là, c'est cool aussi, quoi. Trop bien. Ouais. Quel est ton rapport justement aux réseaux sociaux? Grande question. En fait, c'est pas facile parce que moi, j'adore être dans ma bulle, j'adore être au calme, et ça me demande quand même un gros effort. C'est marrant, hein, c'est vraiment contradictoire parce que j'ai besoin pour mon épanouissement de m'exprimer publiquement, mais j'ai aussi énormément besoin de temps seul, quoi, et de calme. Donc c'est pas évident de trouver l'équilibre juste entre tout ça. Mais ça se fait au fur et à mesure, parce que j'apprends à connaître mon rythme et comprendre mes besoins au fil du temps. Mais donc avec les réseaux sociaux, en fait quand je suis suffisamment reposée, c'est-à-dire pas très souvent, mais là pour l'instant je manque de sommeil. J'ai quand même, en fait quand je suis suffisamment reposée, j'ai naturellement l'élan de partager mes inspirations aux gens. Et donc, mais là, le système que je trouve là pour l'instant pour mes réseaux sociaux, c'est que je me fais aider. En fait, tout simplement, j'ai une community manager, j'ai une équipe pour mon branding, et du coup, ils travaillent avec moi pour se dire qu'est-ce qu'on va créer comme type de contenu. Et comme ça, même dans les moments où je suis épuisée, j'ai quand même une vidéo à poster, juste appuyer sur le bouton. Mais c'est vrai que c'est tout un truc. Et puis les fusions après la victoire sur VTM, mais c'était dingue, quoi. Le soir de la victoire, mais j'avais mon quota de notifications le compteur a explosé, je crois. Et c'était la première fois dans ma vie où j'ai dû renoncer à répondre à certains messages et notifications, quoi. Je me souviens, je suis restée toute la soirée comme ça pour répondre.
Puis je vois le temps qui passe, je me dis, oh mon Dieu, ça fait 4 heures que je réponds. Je me dis, mais il faut quand même que j'aille manger, que j'aille dormir. Purée. Et du coup, là, c'était la première fois que je renonçais à répondre aux messages. Puis j'ai gagné quand même des milliers de followers sur Insta surtout, Facebook, TikTok. Enfin voilà, tout cet intérêt en une fois. Mais après, il faut quand même pouvoir le canaliser parce que, enfin, ça reste des vagues, quoi. Une fois que tu vas sortir un truc qui buzz bien, ben boum. Et puis après, ben ça se recalme. Et puis il y a le creux de la vague. Il faut aussi savoir le traverser et il faut pas associer sa valeur ou son bonheur à ça, quoi, parce que c'est un peu, enfin voilà, c'est des vagues, comme on dit. Et ça, c'est un nouvel apprentissage aussi que j'ai dû traverser, de voilà, accueillir un peu ces moments de grande adrénaline où le public est là, c'est l'effusion sur les réseaux, et les moments où c'est plus calme, et c'est bien aussi, et c'est nécessaire aussi, parce que les moments de calme, ça va nourrir l'inspiration, et voilà, le corps, le mental, on a besoin de se recharger les batteries pour de nouveau tout donner au public quand c'est le moment, quoi. Mais ouais, les réseaux sociaux, c'est un équilibre à trouver. Mais j'essaie de plus trop diaboliser et de juste l'accepter comme un moyen de partage et de connexion avec les gens, plutôt que la course au like qui est angoissante et anxiogène parfois aussi. Donc voilà, j'essaie de je fais ma route en me disant c'est juste un moyen d'expression, profitons-en. Et tu le disais, tu as une équipe autour de toi maintenant. C'est important d'apprendre à déléguer et à savoir s'entourer pour pouvoir justement faire grandir ce projet. Oui, exactement. C'est aussi tout un apprentissage de trouver les bonnes personnes et de savoir quoi déléguer, de quoi j'ai besoin, quand, pourquoi, comment, sous quelles conditions. Ça, c'est tout un truc dans la carrière d'artiste. Je trouve qu'on découvre quand même au fil du temps, quoi. Parce que autant, dans mes cours de musique business, du coup, on avait appris le rôle d'un producteur, d'un manager, tout ça. Mais sur le terrain, enfin, tu dois quand même encore comprendre parce que chacun va quand même travailler à sa manière. Et puis, il faut bien s'entendre avec son équipe. Il faut que ça matche créativement, humainement. Enfin, c'est tout un travail. Et c'est aussi de comprendre soi qu'est-ce qu'on a besoin, quoi, parce que. Mais voilà. Et puis il faut tomber sur les bonnes personnes. Enfin, c'est presque comme en amitié, quoi. Enfin, j'avais assisté à une conférence pour les artistes d'une journaliste qui disait. Si tu rencontres un nouveau pote, tu vas pas tout de suite lui dire tu veux bien être mon ami, tu veux bien faire ça, tu vas faire connaissance tranquille. Ben c'est comme ça pour les gens de l'industrie aussi, même si tu veux être créer. Faut pas oublier que les gens de l'industrie, enfin on est tous humains et on veut tous créer des relations qui ont plus ou moins du sens pour nous. Et donc voilà, c'est de se laisser le temps de créer les connexions qui vibrent avec nous pour se développer, quoi. T'as l'impression d'avoir beaucoup appris sur toi au fil de ce parcours, justement? Oui, énormément. Et ça me plaît beaucoup. En fait, c'est un peu à double tranchant, le parcours d'artiste et entrepreneur, parce qu'en fait, l'avancement dépend de toi. Ça donne une grande liberté, mais c'est aussi un poids, quoi. Donc... Là, franchement, les dernières années, c'est vraiment de trouver mon rythme de croisière pour éviter le surmenage, etc. Parce que ça m'est quand même arrivé des petites fois d'être un peu en épuisement mental. Mais du coup, là, c'est vraiment l'apprentissage de mon rythme. De comprendre comment je fonctionne, combien de repos j'ai besoin pour bien fonctionner. Et parfois, c'est ce que je disais avec mon cousin qui est un peu mon mentor, il me dit le repos fait partie du planning. Parce que tu sais que si tu mets pas ton repos dans ton planning, tu vas perdre 3 semaines plus tard parce que tu vas être malade. Donc il dit autant perdre 2-3 jours pour vite te faire un petit week-end de temps en temps pour souffler et garder ton rythme plutôt que de te casser et que ce soit encore plus long à rattraper. Donc ça, c'est un petit peu mon apprentissage du moment. Mais c'est clair que dans un premier temps, dans cette carrière d'artiste, c'était de comprendre ce que j'avais envie d'apporter, sur quoi j'ai envie d'écrire, c'est qui Anna Winkin,
Enfin voilà, tout ça. Et ça, j'adore à chaque fois en découvrir un peu plus sur moi et ce que j'ai envie d'apporter, parce qu'on peut toujours creuser. Et en fait, c'est changeant au fil du temps. Et ça, c'est hyper chouette, c'est hyper riche. Ouais. Tu es fière d'avoir osé lâcher ses études de traduction pour partir à Londres? Totalement. Et heureusement, quoi. Parce que je me dis, quelle vie j'aurais eu, mon Dieu. Quelle vie nulle j'aurais eu à mes yeux. Parce que je suis pas passionnée de la traduction. Oui, c'est ça. Tu vois, donc je me dis, heureusement que j'ai fait le choix fou de suivre mon cœur et de faire la musique, parce que franchement, je me vois rien faire d'autre, quoi. Trop chouette. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une carrière grandissante. Et, j'aimerais trop aller en tournée en Europe, aux États-Unis, rencontrer Alicia Keys. Elle écoute souvent ce podcast, donc ça tombe bien. Ah, mais voilà, justement. Salut Alicia. Merci beaucoup, Anna. Merci, Julie. Tu l'as sans doute remarqué, et je ne sais pas comment ça a pu arriver, j'ai oublié de poser la question signature de Compose à Anna. Alors elle m'a gentiment fait un petit message vocal pour pallier à ça. Pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'aimerais oser faire mais que j'ai pas encore osé? Je crois que j'aimerais encore plus me lâcher au niveau de la danse sur scène. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire parce que j'avais tout simplement pas encore la musique appropriée pour. Mais c'est quelque chose que je visualise et que j'aimerais beaucoup faire par la suite. Ça me challenge quand même parce que j'ai pas beaucoup fait ça sur ma musique. Mais j'aimerais me lâcher, beaucoup plus m'exprimer avec le corps aussi sur scène. Pour encore plus amplifier les émotions de ma musique. Donc voilà. Merci Anna d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter, et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Merci aussi de partager le podcast autour de vous. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Alès. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.